bonsoir. Je suis plus que ravie de partager avec vous quelques échanges sur, non pas un retour d'expérience comme le disait Thierry, parce que pour faire un retour d'expérience, il faut déjà avoir l'expérience. Donc c'est plutôt un partage sur des perspectives sur la supply chain aéronautique. Alors je suis d'autant plus contente que je représente ce soir au moins 3 minorités. Oui, la première, c'est des acteurs industriels, parce qu'avant moi sur la scène, je n'en ai pas vu encore. La deuxième, les plus observateurs d'entre vous auront peut-être vu que je suis une femme, minorité visible. Et pour les plus perspicaces, vous aurez peut-être aussi détecté que je ne suis pas une locale de l'étape, parce que j'ai un petit accent. Je viens de Toulouse, ce qui est assez logique quand on travaille dans l'aéro. Et je vous fais une confidence, je suis venue en éclaireur. Un éclaireur de la grande migration, qui va commencer lundi. Vous ne savez pas? Et si. Tous les 2 ans, la moitié de la région toulousaine monte à Paris, comme on dit, pour le salon du Bourget. Donc moi, je suis venue en éclaireur. Petite précaution, puisque je ne travaille pas pour Renault IV. Donc il est possible que certains éléments à l'appui de cette présentation ne soient pas tout à fait cohérents avec les réglementations en vigueur. Très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe Latécoère, c'est un groupe ancien, 1917, qui est un sous-traitant de rang 1 des 5 plus grands avionneurs mondiaux, spécialisé notamment en aérostructure, donc des tranches d'avions. Un avion est fait en tranches, nous on fabrique des tranches, des portes, des caméras, qui servent notamment à filmer depuis l'extérieur de l'avion ce que vous voyez sur vos petits écrans passagers quand vous prenez la 380, et également tout le câblage électrique des avions. Donc on travaille à la fois pour des clients civils, des clients militaires, l'aviation d'affaires, l'aviation commerciale. Donc on a la chance d'avoir un panel de clients sur tout le secteur aéro. La LPM n'a pas forcément fait beaucoup de remous dans l'aéro parce que tout simplement, c'est un secteur qui est habitué à être sous la menace cyber, mais pas que. Parce que c'est un secteur qui est attractif. 60 milliards de chiffre d'affaires en 2016. Histoire de gros sous, on voit tous les ans les montants des contrats qui ont lieu. C'est surtout aussi un secteur qui est une représentation nationale. Quand vous voulez faire du dommage à l'image d'un pays, vous attaquez un avion d'Air France. Et si vous voulez vraiment faire mal, vous attaquez un Airbus d'Air France. Donc la menace, elle est connue. C'est aussi effectivement des secteurs qui portent des technologies de souveraineté nationale. Faire voler un avion, c'est pas donné à tous les pays. Donc ça, c'est des cibles qui sont toujours très attractives. Donc l'arrêté de la menace, elle n'est plus aujourd'hui approuvée. Elle est tellement plus approuvée que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on intègre des hackers dans les équipes qui viennent tester les avions, les systèmes embarqués, et pas que. Tout ce qui va être aussi système d'information industriel, qui sert à fabriquer l'avion et à le maintenir. Tout ça, c'est déjà intégré dans les analyses de risque du secteur. Il est évident qu'au Bourget, cette année, on va parler de cybersécurité. Et on ne va pas en parler cette année parce qu'il y a eu la LPM récemment. On va en parler tout simplement parce que depuis le premier vol de la 380, quelle année? 2005. 2005, changement de paradigme. Tous les avions qu'on avait faits avant 2005, c'était des avions composés de systèmes propriétaires, inconnus, connus des seules personnes qui les avaient fabriqués. Et la 380 a marqué un vrai tournant dans cette évolution, puisque la 380 est un avion extrêmement connecté. Est-ce que vous savez combien il y a d'antennes de communication sur la 380 qui communiquent avec le sol? Tentez votre chance. On a tous les extrêmes. 60. Donc c'est autant de points susceptibles, en tout cas, de susciter la curiosité ou l'envie de certains. Et ils ne se sont pas privés de communiquer dans les médias pour dire « j'ai pris le contrôle d'un avion à partir de ma tablette en regardant des films ». Donc cette digitalisation croissante à la fois des produits, donc des produits avions, puisque aujourd'hui, avoir du Wi-Fi dans l'avion, c'est presque devenu un standard. C'est encore payant, mais pas pour longtemps. Et l'ensemble des processus industriels de fabrication sont aussi de plus en plus digitalisés. Le big data, la maintenance prédictive, sont des choses qui sont maintenant tout à fait courantes dans le secteur. Donc finalement, cette habitude d'être sous la menace, c'est plutôt un atout vis-à-vis de la LPM. Parce que tout ce qui va être certification de système, c'est presque dans les gènes, finalement, des acteurs aéronautiques. Aujourd'hui, toutes les autorités de certification demandent aux avionneurs, donc les gens qui
fabrique les avions, de traiter les vulnérabilités en temps réel. Aujourd'hui, sur les avions modernes, A380, A350 et toutes ces générations-là, pour ne parler que des produits Airbus, les chiffres disent, mais on a du mal à avoir les chiffres officiels, qu'il y a à peu près 4 vulnérabilités par seconde publiées sur le périmètre digital d'un avion. Et toutes ces vulnérabilités sont traitées en temps réel parce que c'est une obligation que donnent les autorités de certification aux avionneurs. Une vulnérabilité est susceptible de venir impacter l'avion ou son système de maintenance. Donc, dans la philosophie de la LPM, pas grand-chose de neuf sous le soleil. La petite particularité du secteur, et c'est ça que je voulais surtout illustrer avec vous, c'est que dans l'aéronautique, si on se déplace en masse pour venir à Paris ou Bourget, c'est parce qu'on est une grande famille. C'est pas juste une façon de le dire. On n'est pas lié par les liens du sang, on est lié plutôt par les liens de la maquette numérique. Pour un donneur d'ordre, vous allez avoir entre 1800 et 2000 suppliers, fournisseurs, qui sont interconnectés au système d'information du client. S'il est OIV ou pas, ça ne change rien. Ces fournisseurs vont être répartis, c'est un ordre de grandeur pour les utilisateurs, mais dans beaucoup de pays. Les fournisseurs ne sont pas que des entreprises françaises. Cette dispersion géographique, elle est accrue vers des pays best cost aussi, parce que les compagnies aériennes, elles sont comme tous les clients, elles ne veulent pas payer leurs avions, elles les veulent en tout cas de moins en moins cher, donc il faut travailler sur le sourcing. Ils ne sont pas toujours des pays alliés politiquement. Donc on a de l'information, des systèmes qui se propagent, qui se diffusent. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu spécifique sur le secteur aéro. L'autre particularité de ce qu'on appelle la supply chain, de cette grande famille, c'est qu'il y a beaucoup de compétences, de savoir-faire tactiques, stratégiques, de niche, qu'on va trouver sur des sociétés de petite taille. Alors des ETI, voire des TPE. Des fois, c'est 5 personnes. Et évidemment, ces sociétés-là, elles n'ont pas forcément une capacité d'investissement illimitée. Vous avez compris. On va voir pourquoi c'est intéressant dans la suite du déroulé. Donc ça, c'est véritablement ce qui est spécifique au secteur aéro, ou en tout cas avec une maturité telle. Et la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, un OIV sur le territoire français, c'est pas une entité dans l'aéro unique. Alors évidemment, tous les OIV ont des sous-traitants, on n'est pas naïf. Mais la supply chain, elle est particulièrement dispersée, particulièrement hétérogène, et elle peut être aussi un maillon faible. Pour autant, l'OIV, il est seul responsable de l'application et du respect de ses obligations au titre de la LPM. Mais il doit pourtant s'assurer que sa propre supply chain ne remet pas en cause ses obligations, et ce, quel que soit le pays. Une des particularités aujourd'hui, alors peut-être les correspondants de l'ANSSI vont me corriger, mais aujourd'hui, les modalités de cascade des obligations des OIV pour le secteur aéro ne sont pas encore connues. Il y a eu beaucoup de séquences de travail avec l'ANSSI et le GIFAS, donc qui est notre CLUSIF à nous, le groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace. Parce qu'une des difficultés, c'était, mais c'est peut-être pas propre à l'aéro, de dire comment est-ce que je définis ce qui est un SIV ou pas. Les premiers OIV du secteur, enfin des sociétés dont on pourrait supposer qu'elles soient OIV. C'est toute la difficulté de l'exercice. Qui se sont livrés à cet exercice, on dit, en fonction de comment on l'interprète, on en a entre 4 et 100. Et c'est là que la perspective budgétaire que nous a donnée Webstone tout à l'heure est plus qu'intéressante. 4 à 10 millions, ça fait 40 millions. Mais 100, c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, on est encore dans l'attente, et c'est pour ça que l'exercice de retour d'expérience n'était pas possible. L'exercice qu'on va essayer de faire, que je vous propose de faire de manière alors, très théorique et peut-être même caricaturale, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement, c'est de se dire, si on met en perspective les obligations induites par la LPM dans un contexte de la supply chain, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si on prend vraiment l'exercice de manière presque bête, on va dire.
on a vu tout à l'heure qu'on a une chaîne de sociétés qui travaillent par un OIV. Vous savez, on ne fabrique pas des nouveaux avions tous les 3 ans. On met un peu de temps à les faire. Dans le secteur, quand un nouveau programme arrive sur les tablettes, et ça constitue des appels d'offres, on sait que si on rate le coche, c'est perdu pour 5 à 10 ans. Donc quand un nouvel appel d'offres arrive, faisons l'exercice, l'OIV, pardon, l'avionneur, qui potentiellement peut-être a une classification d'OIV, va devoir cascader les implications de la LPM à ses sous-traitants potentiels via un cahier des charges. Le comment on va faire pour le côté confidentiel de la chose reste encore pour moi un peu mystérieux, mais peut-être Maître Idianou ou là-dessus pourrait nous aider à répondre à cette question. Donc faisons cette hypothèse. Les sous-traitants vont répondre. Et on peut imaginer que, par exemple, des sous-traitants de taille modeste, français, ne soient pas en capacité financière ou technique à répondre. Parce qu'ils n'ont pas forcément la maturité, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'investissement. Qu'est-ce qui va se passer? Le sous-traitant ne sera pas retenu dans le cadre de l'appel d'offres. S'il n'est pas retenu, le client, le donneur d'ordre, va devoir aller chercher ailleurs cette compétence. Soit chez un opérateur français plus gros, soit peut-être, pour certaines compétences de niche, va être obligé d'aller chercher ailleurs. Et va être obligé, finalement, de partager des informations tactiques ou stratégiques sur un avion du futur avec des sociétés étrangères. Contre-coup, évident, la petite société française qui n'aura pas vu sa capacité financière soutenue par un nouveau programme va se retrouver à la merci d'investisseurs étrangers qui sont très friands de nos savoir-faire industriels et techniques et qui vont pouvoir la racheter. C'est assez contre-productif par rapport à l'objectif premier de la LPM. Et si on prend le cas encore à l'envers, une société sous-traitant qui a plusieurs clients, si tous ces clients n'ont pas aligné leurs requirements en termes de sécurité dans le cadre de la LPM, elle va faire des choix. Soit elle va prendre celui dont le niveau d'exigence est le plus conforme à sa capacité à répondre, soit elle prendra celui avec qui, finalement, elle fait le plus de chiffre d'affaires. On est quand même là pour faire du business. Bilan des courses, même conséquence. Des donneurs d'ordre privés de compétences tactiques ou stratégiques et des sociétés exclues de marché qui vont se retrouver potentiellement à la merci des vilains investisseurs étatiques avec des pensées malveillantes. Non mais je rigole, c'est pas si grave que ça. C'est un exercice théorique. L'ANSSI, le GIFAS et l'ensemble du secteur de l'aéronautique sont... Pardon pour ceux qui avaient pris des notes. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc ce scénario-là, on appelle évidemment de nos voeux qu'il n'intervienne pas. Ce qui va être surtout important pour nous, c'est de continuer à travailler ensemble sur une sécurisation globale du secteur. Quand on s'engage dans un partenariat OIV, avionneur potentiellement susceptible d'être OIV sous-traitant, ce sont des partenariats qui vont durer 20 ans et plus, la durée de vie d'un avion. Donc dans ces relations-là de confiance, on a le temps d'établir l'ensemble des critères et de la confiance et de la cybersécurité et de la conformité. Dans la supply chain telle qu'elle est, évidemment, le poncif de la sécurité d'une chaîne, qui est celui du maillon le plus faible, prend vraiment tout son écho. Et je regrette qu'on soit un tout petit peu tôt dans la saison, parce qu'il y a un très joli projet qui se prépare pour sécuriser l'ensemble de la supply chain européenne. Mais il est encore sur le chemin des fonds baptismaux, donc je ne peux pas vous en parler, mais peut-être une prochaine fois, ce serait un joli retour d'expérience à faire avec les membres du Clusif. Merci.